Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans cet entretien, un entretien exclusif avec Hassan Alfred, donc éducateur en boxe, qui a été aussi boxeur, qui nous a fait le plaisir de nous accueillir dans sa salle ici à l'université Cheikh Anta Diop. Alors Hassan, ou coach Azou, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour Mohamed, Oui. Merci d'être venu justement me rendre visite ici à l'Étoile Noire Boxing Club. Oui. L'Étoile Noire Boxing Club. C'est un plaisir de vous recevoir. Justement, l'Étoile Noire Boxing Club ici à l'université Cheikh Anta Diop. Parlez-nous un peu de cette salle. Alors, cette salle existe depuis 2021. Au départ, on était au point E. Et c'est en 2022 que nous avons déménagé ici. Aujourd'hui, nous comptons une cinquantaine d'adhérents, enfin adultes, sans parler des jeunes qui sont en boxe éducative. Et donc, on forme sur loisirs, donc il y a tout niveau. On a des compétiteurs, comme on a des gens qui viennent juste pour maintenir la forme. Exactement, exactement. Et si je vous demande qui est Hassan Alfred, alors quoi? Comment je peux me présenter? Avant d'être boxeur et passionné de la boxe, j'étais dans le foot à la base. Ah. Voilà, à la base j'étais dans le foot. Ça commence bien là. Voilà, j'étais en France, je jouais au foot, tout ça. Et c'est la boxe, je faisais ce sport en parallèle parce que bon, j'étais apparemment terrible quand j'étais jeune. Donc on m'a mis dans les sports de combat. Et c'est comme ça que j'y ai pris goût. Au départ, je le faisais justement parce qu'on m'y a mis. Ensuite, c'est devenu un sport juste pour le loisir. Et avec le temps, j'y ai pris goût et je suis rentré dans les compétitions et c'est devenu une passion. Et notamment même la passion de transmettre derrière, quoi. Exactement. Et le foot, ça n'avait pas trop marché? C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que je n'étais pas concentré. Ah. Je n'étais pas concentré au foot. Donc, ce n'était pas une passion comme ça l'a été, par exemple, pour la boxe. Pour la boxe. Exactement. Et ensuite, vous commencez à faire votre carrière dans la boxe. Exactement. Même pour la boxe, j'ai été concentré pendant un certain temps. Et l'idée, justement, c'était partir sur une carrière professionnelle. Mais avec le Covid, le Covid a un peu changé mes plans. Et c'est suite à ça que je suis venu m'installer ici au Sénégal. Mais tu as fait des combats amateurs, professionnels dans la boxe? Alors, j'ai fait un combat en amateur, j'ai fait amateur élite. Donc, j'ai gagné les championnats régionaux en France, ouais, exactement, en Nouvelle-Aquitaine, tout ça. Ensuite, oui, j'ai fait un amateur élite et il y avait juste un certain nombre de combats à faire pour passer en pro, mais je n'avais pas justement la prétention de passer boxeur professionnel en tant que tel, puisque à côté, j'étais éducateur spécialisé aussi et j'intervenais auprès des jeunes dans tout ce qui est protection de l'enfance et prévention de la délinquance. J'ai l'impression que vous avez anticipé votre retraite. Justement, ce n'est pas une retraite puisque je suis encore dedans, oui, en tant que coach aujourd'hui. Le break, vous avez anticipé le break alors? On peut dire ça comme ça. L'idée pour moi, c'était vraiment de me former en tant que coach pour transmettre derrière, en tout cas, cette passion que j'avais de la boxe. De la boxe. Voilà. Ensuite, vous vous êtes installé au Sénégal. Vous avez fait votre brevet, c'est ça? C'est ça. Fédéral, pour être notamment un préparateur, un instructeur de la boxe. Et comment ça se passe?
Le fait de transmettre, le fait d'être pratiquant, ensuite de devenir quelqu'un qui transmet le savoir. Alors moi, je pense qu'il y a des choses qui sont innées, on va dire. Bon, je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour nous et d'autres non. Et cette corde de pouvoir transmettre, je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Mais c'est juste qu'avec le temps, il fallait découvrir ça et justement l'exploiter au max. Et ça, je l'ai compris, on va dire, assez vite. En étant même en compétition, en tant que boxeur, je commençais déjà à donner des cours dans la salle où j'évoluais sans même avoir été formé. Donc on va dire que c'est avec ça, sur le tas, j'ai appris. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, il serait préférable de se professionnaliser et puis de se former du coup et avoir un bagage, on va dire, de connaissances en la matière. Le background que vous avez, c'est ce que vous êtes en train d'inculquer aux jeunes. Et maintenant, comment vous trouvez la boxe anglaise au Sénégal? Au Sénégal, bon, aujourd'hui, c'est difficile de juger la boxe anglaise au Sénégal. Dans le sens où j'ai pas beaucoup assisté, en tout cas ici, à des compétitions organisées. Mais du peu que j'ai vu, je sais qu'il y a des jeunes qui ont du talent, mais ce talent s'endort. Ce talent est endormi, pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui sont en manque de compétition. Donc ils ne peuvent pas faire convenablement leurs preuves. Et puis tous les boxeurs, on va dire, qui sont ici, j'ai l'impression qu'ils se connaissent tous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de boxeurs ici au Sénégal. Donc c'est des gars qui ont beaucoup tourné entre eux. Donc la marge de progression, elle est énorme, mais on ne peut pas, on va dire, le jauger. Ce n'est pas quelque chose de palpable ici, puisque les jeunes n'ont pas d'autres compétitions avec d'autres athlètes. Si, par exemple, on prenait l'exemple du Maroc, eux, ils font plein de stages dans d'autres pays. Et c'est comme ça qu'ils sont amenés à évoluer, parce qu'ils boxent avec d'autres athlètes qui ont d'autres profils. Ici, la difficulté, c'est ça. On a fait le tour, on fait 3-4 salles, on a déjà fait le tour de tous les boxeurs. Donc c'est pour moi difficile de jauger le niveau ici, mais je pense que ça peut être un excellent niveau si justement il y a des compétitions, pour ces athlètes-là. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont obligés d'aller au niveau de la sous-région pour combattre, alors qu'ils peuvent vraiment compétir ici sur le plan national. Exactement. Il y a des galas, tout récemment il y a eu des galas qui ont été organisés à Dakar et il y a eu énormément de jeunes qui se sont révélés, donc en amateur comme en professionnel. Mais aujourd'hui aussi, le fait que la boxe, on a quand même une fédération sur le plan international qui est en train de faire de belles choses. On a vu d'ailleurs que l'équipe nationale de boxe et des disciplines associées est en train de prendre son envol du moment où il y a eu des trophées. Par exemple, il y a eu une médaille d'or avec Karamba Kébé, je ne sais pas si vous l'avez suivi, donc, qui a égalé le record de Papso il y a de cela 20 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même le talent est là et qu'il y a l'accompagnement de la fédération. Bon. Je ne dirais pas ça comme ça. Moi, si on pose les choses, on prend l'exemple de Karamba, ce n'est pas un gars qui boxe ici au Sénégal. C'est un gars qui évolue à Toulouse. Il évolue en France. Donc, il a de la compétition. Il a un bagage parce qu'il a la chance de tourner là-bas avec les gars. Donc, c'est un gars qui vient de France, qui s'entraîne clairement en France, qui a eu cette médaille-là. Ce n'est pas, on va dire, à proprement parler, la fédération sénégalaise ou la boxe sénégalaise qui a fait en sorte qu'il arrive à ce niveau-là. Le travail, il est fait là-bas, de l'autre côté. Et moi, je pense qu'il y a des jeunes ici qui auraient pu justement arriver à ce niveau-là, s'il y avait des compétitions. Mais comme je dis toujours, c'est que chaque pays a ses réalités. Le Sénégal a ses réalités et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables. Mais si on prend, par exemple, l'exemple de la France, il y a différentes organisations, on va dire, de galas. Il y a régional, il y a départemental et ensuite il y a le national. Et on va dire chaque région gère son organisation. Ici, il y a un monopole, il y a comme un monopole, on va dire, de la Fédération sénégalaise de boxe. La fédération, en tout cas depuis très longtemps, depuis que je suis là, ce que je vois, veut avoir le monopole et veut avoir à tout organiser. Moi, ce n'est pas ça. Normalement, si tu as une vision d'ensemble,
tu laisses la région, tu laisses le département, les sous-régions, la fédération de les boxe petits clubs. fait le tour du Sénégal avec Mais justement, des c'est compétitions. pas à la fédération de faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations. La fédération peut soutenir, peut accompagner, on va dire, les régions à organiser. Ce qui fait que, en termes d'organisation, il y aura beaucoup de choses qui vont être faites. Maintenant, la fédération peut faire un focus sur le championnat national. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Oui, la fédération aujourd'hui organise le championnat national. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, pour tout ce qui est région, normalement, c'est la région, Mais est-ce c'est que les c'est pas ligues. parce qu'il n'y a pas en fait, beaucoup d'organisateurs, en fait, parmi ces promoteurs par exemple, il y en a quelques-uns aujourd'hui qui sont peut-être des anciens boxeurs qui se sont reconvertis en promoteurs. C'est eux-mêmes qui se débrouillent avec leurs propres moyens Ça, pour c'est une bonne organiser des galas. Ça, c'est une ce très qui bonne se chose. passe actuellement dans le domaine de la boxe. C'est ce qui se passe. Mais en réalité, pour que la fédération te permette d'organiser, il faut que tu sois de mèche avec eux. C'est-à-dire qu'ici, ce qui marche dans ce pays, c'est l'affect. Ça veut dire que toi et moi, on s'entend. Donc, on peut travailler ensemble. On ne voit pas le côté compétence, on ne voit pas le côté la qualité de l'autre, son background. Mais on voit plutôt, bon, il y a des affinités entre nous. Je suis le président de la Fédé. Vu qu'on s'entend bien, je t'autorise à organiser. Moi, je suis là. Tu es arrivé là, c'est pas le hasard qui fait que tu arrives là. J'ai beaucoup de gens qui viennent, qui disent oui, c'est un bon coach, c'est un bon coach. Moi, je dis, on laisse le temps au temps. Et les choses finissent toujours par arriver. Est-ce que tu as des ambitions pour organiser des compétitions? J'ai eu des ambitions. Moi, là, je te parle de ça. C'est que quand j'ai mis le pied au Sénégal, la première chose que j'ai faite, sachant que moi, je suis dans le légal, c'est que je suis rentré en contact avec la fédération. Je suis rentré en contact avec la fédération. Je leur ai fait plein de propositions. Il y en a plein qui venaient à ma salle, qui s'asseyaient avec moi tout le temps. J'aurais filé des filons, etc., à gauche, à droite. Et aujourd'hui, ils m'ont, on va dire, tourné le dos. Ils m'ont blacklisté, on va dire. Parce qu'il y a des agissements, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Et moi, je le fais savoir. Je vis pour la passion du sport. Je vis pour le sport. Je ne vis pas pour un tel ou un tel. Donc, c'est-à-dire que si on travaille ensemble, il faut qu'on soit honnête entre nous. Et on est amené à nous dire les choses. Maintenant, si en te disant les choses, tu n'es pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais restons professionnels et faisons les choses pour les jeunes. Et justement, parmi ces jeunes, il y en a le capitaine de l'équipe nationale de boxe, Alphonse Mendy. Alphonse Mendy, ouais. Que vous connaissez très bien. Mais vous êtes son coach. Carrément. Alors, parlez-nous de lui un peu. Dès que je me suis installé au Sénégal, j'ai eu beaucoup d'athlètes qui sont venus, naturellement. Ils sont venus, comme ils le font, je pense, dans tous les clubs. Ils partent, ils testent. Soit ça leur convient, ils partent. Soit ça leur convient, ils restent dans le club. Soit ça leur convient pas, ils quittent le club. Moi, quand je me suis installé, j'ai beaucoup d'athlètes de l'équipe nationale qui sont venus ici. Ils ont testé. Ils sont restés. Alphonse Mendy, il est resté ici avec moi pendant longtemps. On a évolué ensemble jusqu'à ce qu'il ait fait 3-4 combats avec pas mal de victoires. On va dire ensemble, depuis qu'on est ensemble, il a eu une défaite. C'était face à Kayla? C'était face à Kayla, exactement. Il a eu une défaite. Et même sur ce combat-là, je n'étais pas d'accord parce que pour moi, on n'était pas assez préparé. La préparation on n'a pas fait la préparation. Alphonse, il venait à la salle. J'ai vu un Alphonse que je n'ai jamais vu, je ne le reconnaissais pas. Alphonse, jamais on s'entraînait. Avant ce combat-là, on ne s'était jamais entraîné. Et que Alphonse me dise je suis fatigué ou qu'il décide par lui-même d'arrêter l'entraînement et de rentrer chez lui. Cette période-là, Alphonse, il s'entraînait, on n'avait pas fini l'entraînement, il s'arrêtait et il rentrait chez lui. Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre et je ne maîtrisais pas, je ne maîtrisais plus. Et ça, j'étais, comme on dit, impuissant. Parce que quand on a eu préparé d'autres combats, ça s'est très bien passé. Du début à la fin, on s'y est tenu. Notre programme, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on s'y est tenu de A à Z, il l'a respecté. Mais sur ce combat-là, il y a eu des choses qui m'échappent aujourd'hui. Mais c'est comme ça. On apprend de ça et puis après on évolue. Mais c'est un très bon combattant. C'est un très bon combattant. C'est un très bon combattant. Qui est actuellement en France, malheureusement. Exactement. Ou bien même heureusement. C'est peut-être un mal Heureusement pour nécessaire. lui. Parce que c'est un combattant
qui est en France, mais on veut carrément qu'il revienne au Sénégal parce que le Sénégal a toujours besoin de lui. Mais le Sénégal a quoi à lui offrir? C'est ça aussi. Moi, c'est ce que je dis. Peut-être heureusement pour lui qu'il soit parti. Et moi, j'ai fait le nécessaire aussi pour le connecter avec des clubs là-bas, tant qu'il reste là-bas, pour qu'il continue à s'entraîner. Mais en réalité, le Sénégal, qu'est-ce qu'il n'a pas fait encore ici? Ouais, il a fait ses preuves, et le Sénégal lui a offert quoi? Il a remporté des médailles en tant que capitaine de l'équipe nationale de boxe et tout. Donc, il a fait des championnats d'Afrique. Donc, c'est un boxeur expérimenté et très talentueux. Voilà, il faut peut-être voir d'autres choses. Voilà. On va parler aussi, on ne va pas rester dans la boxe anglaise, on va parler du mixed martial art, donc du MMA. Vous êtes en train aussi d'entraîner Général Malika, carrément. Donc, qui est un lutteur sénégalais et qui a un combat important pour le 12 avril à Lomé. Carrément, Donc, c'est son premier combat MMA. Actuellement, comment se passe sa préparation? Bon, alors, sa préparation se passe plutôt bien, on va dire. En tout cas, on fait le travail qu'il faut, justement, pour le préparer au mieux. Après, c'est une première expérience pour nous aussi, dans le MMA. On va dire, à la base, généralement, moi, je travaille avec des gens en collaboration, justement, pour préparer les athlètes sur tout ce qui est MMA. Parce que moi, comme je dis, je suis un spécialiste et je suis un puriste boxe anglaise. Je ne veux pas trop me disperser. Mais aujourd'hui, l'évolution des choses nous amène à ouvrir vers d'autres sports. Le MMA aujourd'hui fait de l'ombre à la boxe anglaise. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est l'ère du temps. Le MMA, ça y est, ça prend de la place et on est, on va dire, obligé un peu d'aller vers ça. Donc si on a des athlètes comme Général qui ont des aptitudes en lutte, etc., pour pouvoir faire cette transition MMA, c'est tout bénéf pour nous. Donc on l'accompagne au mieux et puis derrière on va voir ce que ça donne pour une première. Il va combattre dans la catégorie plus de 120 kg. Est-ce que vous connaissez son adversaire? Je connais son adversaire. On m'a montré son adversaire et du coup là on est pareil, c'est une première expérience pour lui en MMA. Donc on va dire qu'on part sur le même pied d'égalité. Oui. Mais c'est une catégorie dans laquelle les choses peuvent aller vite. C'est des poids lourds, ça peut... Voilà, ça peut tomber à tout moment, le déclic. des surprises. Donc du coup, bon, c'est une catégorie aussi où ça peut monter vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids lourds, on va dire, dans le milieu. Donc c'est une catégorie, si avec un bon staff et un bon travail, s'il y a un bon staff et un bon travail derrière, je pense qu'on peut vite monter en puissance. Mais coach, on parle aussi du mixed martial art. Avec le MMA, ce n'est pas seulement la boxe anglaise. Il y a du Muay Thai dedans, il y a du Jiu-Jitsu, il y a du kickboxing. En tout cas, aujourd'hui, ça regroupe tous les sports de combat. Carrément. Parce qu'on parle de mixed martial art. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que Général, par exemple, doit beaucoup plus élargir sa préparation, ne pas se limiter à la boxe anglaise, mais par exemple se préparer en Muay Thai, se préparer en Jiu-Jitsu, parce qu'on sait que c'est un très bon lutteur. Au Sénégal, il a fait ses preuves dans la lutte simple et dans la lutte avec frappe d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est un lutteur aguerri et expérimenté. En termes de lutte, il n'y a pas de problème. Mais dans le MMA, lorsque vous êtes au sol, le combat vient de démarrer. Carrément. Le combat au sol, c'est important. Le Jiu-Jitsu, c'est important. le Muay Thai, parfois les lutteurs, ils ont des problèmes pour, par exemple, essayer de voir comment contrer les low kicks, les high kicks, les middle. Tout ça, c'est important dans la préparation du Général. Est-ce que vous êtes à cette étape de la préparation? Je ne perds pas de vue cette importance-là et on travaille justement avec l'équipe nécessaire pour répondre à tous ces besoins, tout ce dont ce combat a besoin. Et en toute chose, il y a une base. Moi, c'est toujours ce que je dis. En toute chose, il y a une base. Et on connaît beaucoup de boxeurs, de combattants MMA qui viennent chercher justement cette anglaise-là. Parce qu'il faut cette anglaise. Elle est importante. On prend un Saladin Montparnasse par exemple, il a une très bonne anglaise. Et son anglaise l'aide énormément dans ses combats de MMA. Donc pour moi, si on a, dans un premier temps, il était nécessaire de faire un focus sur l'anglaise. Comme ça, il a les aptitudes, il a les fondamentaux en anglaise. Et puis derrière, on va rentrer sur tout ce qui est Muay Thai, Jiu-Jitsu, etc. Et pour ça, on a tous les gens qu'il faut. On a un frère à moi, Mohamed Swan par exemple, qui est double champion du monde de Muay Thai. Il est avec l'équipe, il est avec nous.
Et c'est lui, on va dire, qui gère ce côté Muay Thai-là. On a un club comme Street Fight Academy. On a mon frérot Samba qui était là récemment aussi, qui venait de France aussi, qui a Street Fight Academy. Et Street Fight Academy, on a il y a un champion d'Europe de grappling, Jiu-Jitsu, tout ça. Donc c'est des choses, on est dans le sport de combat. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... des enjeux, quoi, qu'il faut tout un ensemble, c'est tout un ensemble. On est d'accord, exactement. Mais il faut ces fondamentaux-là. Si on n'a pas les fondamentaux à la base, ça peut être très, très compliqué. Donc on ne peut pas se disperser, on va faire un focus sur chaque discipline, étape par étape. Et la potentialité de Général Malika, vous pensez que le 12 avril, il va vraiment exploser, nous produire du spectacle dans l'octogone? Moi, je pense que oui. Si aujourd'hui, on devait avoir une difficulté ou si on devait avoir des freins, justement, quant à ses performances, ça serait plutôt de l'aspect, du côté du physique. Moi, je pense que ça serait plutôt du côté du physique, mais pas du côté de tous ses skills, etc. Donc, ça veut dire que là, on va aussi faire un focus sur le physique parce que quand on est massif, c'est vrai que c'est compliqué de tenir niveau physique, niveau cardio, etc. Donc, on va vraiment faire un vrai travail cardiovasculaire, justement, pour lui permettre d'aller au bout, justement, de son combat. Mais je pense que si, là, dans un premier temps, on fait un gros travail physique, un gros travail cardiovasculaire, derrière, on peut faire quelque chose de très propre. Et comme c'est une première expérience, ça va toujours nous aider à réajuster. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le préparer pour, dès le premier round, il mettre KO son adversaire? En tout cas, à partir du moment où on peut abréger, c'est ce que je dis toujours, si on peut abréger le combat, on abrège toujours. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller jusqu'au bout si on peut et si on a la possibilité d'abréger le combat. Donc, mais on calcule toutes les possibilités aussi, se disant que le combat peut aller au bout et que par conséquent, il faut que physiquement, on ait le bagage pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. La légalisation du MMA au Sénégal. Ça ferait du bien. Ça serait bien pour les athlètes, par exemple, qui quittent souvent le Sénégal pour aller combattre ailleurs. Et puis ça leur ferait plus de combats aussi, c'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de compétitions en boxe anglaise. Et le MMA vient faire un peu de l'ombre à la boxe anglaise. Mais tant que les gars ils restent dans le circuit et qu'ils peuvent combattre, moi, j'ai pas forcément de barrière à ça. Parce qu'on ne peut pas avoir un champion du monde de MMA sans que le MMA soit légal dans son propre pays. Ça n'a pas de sens. C'est clair, ça n'a pas de sens. Le gars, il est obligé, il représente le Sénégal, mais sa terre même n'a pas légalisé le MMA. Enfin, pour moi, ça va à contresens. Et je pense que le champion du monde en question peut contribuer à faciliter justement cette acceptation du MMA ici au Sénégal. Vous suivez aussi la lutte sénégalaise? Oui, je suis la lutte. Vous connaissez les lutteurs aujourd'hui. Comment vous trouvez en fait la capacité de boxe de ces lutteurs, surtout au niveau des VIP? Donc il y a de ces lutteurs, parfois quand même en termes de boxe, il y a toujours cette polémique, certains qui respectent les normes de la boxe, mais parfois c'est un peu compliqué parce que la lutte a ses réalités. Donc dans l'enceinte, parfois c'est la bagarre de rue pour ensuite essayer de malmener rapidement son adversaire. Carrément. Il y en a certains quand même qui le respectent. On voit quand même qu'ils sont très pros en termes de boxe. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu quand même, vous avez su détecter quelques lutteurs très propres en termes de boxe? Bon, en termes de boxe, j'avais qui en tête? Gris Bordeaux, je pense qu'il était propre. Il avait une belle anglaise, tout ça, Gris Bordeaux. Gris Bordeaux, Modulo, il est pas mal. Modulo, il est pas mal. Et celui, je crois, qui m'avait marqué, il s'appelait Malick Niang, je crois. Malick Niang. Malick Niang, hein? Oui. Malick Niang. Malick Niang, en boxe anglaise, il était en place. Malick Niang, en boxe anglaise, il était en place. Et même, comment dire, même Tafatine, il était pas mal. Il était pas mal. Mais comme on dit, dans ce sport-là, il y a des réalités aussi. Et on fait comme on peut. On fait comme on peut. Parce que, comme on le dit, même en anglaise, il faut 2 bons boxeur pour faire un beau combat. Donc ça veut dire qu'en lutte, si on est face à un gars qui est dans la bagarre, tout ça, machin, c'est obligé, on va rentrer dans la bagarre.
Parce que le problème dans la bagarre, c'est quoi? C'est que la bagarre, elle est plus dangereuse que quelqu'un qui est là, qui boxe proprement. Parce que dans la bagarre, les coups arrivent de nulle part, et arrivent de partout et d'ailleurs. Donc c'est ça le danger dans la lutte. Donc les gars, ils sont obligés de s'adapter aussi avec leur discipline. Ouais. On ne peut pas leur en vouloir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, Il y a beaucoup de et déchets. c'est surtout de la bagarre, la lutte, Exactement, c'est clair. c'est clair. En tout cas, c'est des lutteurs quand même, à chaque fois on les voit, ils essayent d'exceller aussi au niveau de la boxe. C'est toujours avantageux pour leur carrière. Il y a un lutteur comme Boy Niang, par exemple, qui a démarré avec la boxe très tôt, Ouais. avant d'entrer dans la lutte. Et quand même, ça lui a valu quand même des résultats Ouais. positifs Est-ce dans sa qu'aujourd'hui, carrière. ça se voit toujours Bon, cette, oui, il fait partie des aptitude. lutteurs en termes de réputation. Côté Ouais. réputation, il est réputé d'être un très bon puncher, un très bon boxeur. Maintenant, discipliné en termes de boxe, c'est sa réputation. Maintenant, après, il faut continuer quand même à, C'est surtout ça. voilà, continuer à exceller. Franck, comment vous le trouvez? En boxe, Oui. bon, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Mais Il a des ripostes quand même. non, ouais, il a des aptitudes, il a de bonnes bases, mais comme on dit, il faut continuer à les travailler. Maintenant, ici, le danger pour ça, c'est que les gens, des fois, ils pensent que les PAO, les pattes d'ours, c'est la boxe. C'est pas ça pour moi, la boxe. Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, les lutteurs, ils vont aller s'entraîner, ils vont faire 1 heure ou 30 minutes, ils vont être là avec leur coach, PAO, tout ça, et limite, c'est le coach qui travaille plus qu'eux. Pour moi, c'est pas ça la boxe. La boxe, c'est quoi? Il y a l'entraînement à la salle et il y a les sparring. Il n'y a pas plus Le vrai. sparring. Il n'y a que ça de vrai. Le sparring, Le au moins, sparring. il y a les esquives. Il y a les coups qu'on prend, Il y a on les les reçoit. coups, oui. C'est pas des PAO, Non, machin, non, non, c'est non. pas un On sac prend de des frappe, coups. etc. On prend les coups. Donc ça veut dire que plus on va prendre des coups, plus on sera amené justement à avoir cette aisance dans la boxe, voir les coups arriver. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on a tout le temps des PAO, les PAO ne vont pas nous rendre des coups. Et quand on n'a pas l'habitude de mettre des sparring, le premier truc qu'on va faire quand on va se mettre à faire des sparring, souvent on aura cette tendance à baisser les yeux en voyant à fermer les yeux en voyant les coups arriver, à tourner la tête en voyant les coups arriver. Ça, c'est une habitude qu'il faut prendre. C'est comme dans tout. Ouais. Il faut prendre l'habitude de prendre. Au début, hop, j'ai pas l'habitude. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il aura tendance à faire ça. Il aura tendance à fermer les yeux. Il aura tendance à la tourner la tête. C'est normal. C'est instinctif. C'est instinctif. Donc, tous ces gars-là qui sont dans la lutte, qui pensent que ouais, les pattes d'ours, tout ça, machin, c'est ça la boxe. C'est pas ça la boxe. Allez faire des sparring, tournez avec les gars à la salle, prenez des coups. Des fois, voilà, vous prenez, vous faites charger, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on va prendre l'expérience et qu'on sera à l'aise devant un adversaire. On va bien le regarder et là, on va bien boxer. Exactement. Et c'est ce qui est plus important. C'est comme ça. Je pense que c'est un message très clair qui a été envoyé donc, aux lutteurs surtout, donc de faire beaucoup plus de sparring. C'est important. En boxe pour être beaucoup plus à l'aise, de recevoir des coups, savoir comment se déplacer, comment faire des esquives et tout. Et c'est très important. Important. Merci beaucoup, coach Azou. Merci à toi, Mohamed. Aujourd'hui, on dit que j'aimerais dire que aussi vous, en tant que préparateur, vous jouez un rôle important. Tous les préparateurs aujourd'hui des combattants jouent un rôle important dans, par exemple, le game plan du préparateur, le game plan du combattant, sa stratégie de combat. Aujourd'hui, tout ce qu'il va faire le jour du combat, c'est vous. La tête pensante, c'est vous. Par exemple, vous faites un travail formidable que vous exposez et que vous mettez à la disposition du combattant et qu'il va exécuter le jour J. Et c'est important ce travail. Ce n'est pas un travail du tout facile. Clairement, ce n'est pas un travail facile et moi j'irais même rajouter qu'il est nécessaire de prendre en considération l'importance de la préparation mentale des athlètes. L'importance de la préparation mentale. L'importance de la préparation mentale des athlètes. Et souvent, ces athlètes-là, ils ont une vie, ils ont leur famille, ils ont leurs problèmes comme nous. C'est des humains. Donc c'est-à-dire que nous, il faut qu'il y ait une certaine relation de confiance avec nos athlètes qui va nous permettre de savoir déjà ce qui vient à l'extérieur. Et toute cette préparation autour de lui va aussi tourner autour de ce qu'il vit. Et c'est là la performance. C'est là qu'on va aller rechercher la performance. Ouais. Il y a des réalités au Sénégal. Il y a des choses que nos athlètes vivent qui sont très, très compliquées. Donc, on ne peut pas, nous,
en tant que préparateur, en tant que coach, en tant qu'éducateur, demander de la performance et attendre de la performance de ces athlètes-là, alors qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent, sans prendre en considération leurs difficultés à gauche à droite. C'est important. C'est important. L'aspect psychologique et mental. C'est très, très important. Il faut qu'on arrête ici au Sénégal de négliger cet aspect-là. C'est important. S'il est bon mentalement, ça veut dire qu'il est en confiance. On peut tout faire. Mais s'il n'est pas bon mentalement, ça veut dire qu'il va passer complètement à côté. C'est important. Exactement. Pour moi, tout part de là. Ouais. Tout part de là. Si le gars, mentalement, il est là, on a tout gagné. Derrière, il sait qu'il vient à la salle. Nous, on sait qu'on déroule juste notre programme. Et la performance, elle va suivre. Naturellement. Effectivement. Naturellement. Donc, maintenant, voilà, ce que je dis au Sénégal, c'est qu'il faut que les gens ils se donnent la force, qu'ils soient soudés. Parce que là, ici, il y a trop d'hypocrisie. Ça veut dire que même ils vont voir que le gars, ouais, le petit jeune là-bas, il est bon. Il est bon peut-être dans la boxe, c'est un bon coach, etc. Ils vont essayer de faire quoi? Ils vont essayer de t'enterrer. Au lieu de se dire, bon, il est bon, on va se rapprocher de lui, partage d'expérience, on va travailler ensemble. Non, ils ne se disent pas ça. C'est on va l'enterrer, comme ça, il ne va pas nous faire de l'ombre. Mais il n'y a pas toujours de la concurrence dans les choses. Il ne faut pas toujours voir de la concurrence. Il faut voir un partage d'expérience. Et pour moi, le sport de combat, c'est ça même qui fait la philosophie du sport de combat, le partage. Le partage. Le partage. Le partage de compétences, c'est très important. Et c'est ça qui fait que partout où un athlète ou un combattant rentre, partout où il va, partout où il voyage, il peut rentrer dans une salle de sport, il peut rentrer dans une salle de boxe et s'entraîner avec tout le monde. Parce que le sport, c'est un passeport social. C'est toujours ce que je dis. Un passeport social. Exactement. Et à la fois diplomatique. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci partagé. Pour cette masterclass. Plaisir partagé. Donc, je pense que même les combattants ont beaucoup appris de cette interview, de ces recommandations et de ces conseils. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous trouver ici dans votre salle, à l'université Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux téléspectateurs d'Eric Favre TV. Donc c'était avec le coach. Merci Eric Favre TV. Coach Zou, on l'appelle Hassan Azou. Exactement, c'est ça. C'était avec le coach Azou, qui est le coach de Général Malika, qui prépare son combat pour le 12 avril à Lomé. N'oubliez pas, c'est un combat qui a été organisé par Eric Favre Nation MMA le 12 avril à Lomé. Et puis, il y aura d'autres combats. Petit Lo qui aura aussi un combat, tout comme Tafatine qui fera face à Benz. Tafsir Ba va affronter aussi Benzian. Donc, il y aura de très bons combats le 12 avril à Lomé. Merci et à très bientôt. Merci. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.